Il y a absolument ce mythe-là de une fois que tu es dans une relation, tu sors plus, tu restes avec tes 2 chats, ton chien, ta blonde, puis ça devient tout ton monde. C'est un cliché qui a comme bien sûr des fondements expérientiels de part et d'autre, mais parce que vraiment, quand on organise des événements, il y a tellement de monde qui viennent. Là. À la Journée de visibilité lesbienne, cette année, il y avait 600 personnes qui sont venues au barbecue lesbien qu'on organise pour la Fierté Montréal. À chaque année, ça monte, ça monte, ça monte. Dans le dernier épisode, on s'est questionné sur l'importance que les bars ont eue en tant que lieu de rassemblement pour la communauté LGBTQ+. Aujourd'hui, on va se pencher sur les nombreuses alternatives à notre disposition pour venir à la rencontre de la communauté. Du monde virtuel dans le confort de notre demeure au cauchemar des introvertis, le monde extérieur. Bienvenue à Ensemble pour tous. Dans cette série balado, Fierté Montréal vous propose un road trip partout au Québec pour discuter avec des gens de la communauté sur les réalités d'ESLGBTQIA+. Je m'appelle Coco Béliveau et je serai votre directeur d'activité pour cette croisière. Tout le monde à bord! Je suis contente, j'ai toujours voulu porter un chapeau de capitaine. Évidemment, il y a un manque de lieux fixes qui permettrait peut-être une certaine facilité là-dedans, mais il y a vraiment beaucoup d'événements qui s'organisent aussi. C'est un peu plus dur d'avoir des événements pour les femmes de diversité sexuelle plus âgées. Comme on se retrouve dans un certain isolement quand on sort un peu moins. Donc, de recréer des opportunités pour ça. Pour une personne introvertie comme moi, ça peut être difficile d'aller dans les rassemblements. Surtout si on ne sait pas s'il va y avoir un chien gentil à flatter sur place. C'est pourquoi on s'est entretenu avec Tara Chanadi, la directrice du Réseau des lesbiennes du Québec. Elle nous a parlé de ce qui compte vraiment quand on organise un événement pour la communauté lesbienne. Je pense qu'un gros défi, c'est d'être inclusif tout en étant, tout en mettant certaines frontières. C'est toujours un certain défi, comme d'utiliser un langage inclusif, que toutes les personnes, des fois, les hommes trans aussi, qui ont fait partie des communautés lesbiennes puis qui se sentent appartenir encore aux communautés lesbiennes, ont leur place dans ces événements-là, puis de faire attention à créer un espace inclusif pour tout le monde, mais en même temps, tu veux pas que plein d'hommes cis, hétéros, pervers rentrent dans ton espace. Fait que, d'essayer de négocier, de faire en sorte que comme ce soit un espace sécuritaire pour tout le monde, qui utilise un langage inclusif, puis qui en même temps fait en sorte que tout le monde se sente safe. Donc, peut-être, faire attention à ce que avoir des gardiens du senti ou des personnes vers qui on sait vers qui se tourner si quelqu'un se sent pas à l'aise. Des personnes, par exemple, même qui viennent d'arriver au Canada, qui viennent d'arriver à Montréal, des personnes qui viennent de faire leur coming out, puis qui sont comme plus âgées, puis qui sont comme, moi j'ai peur, je veux pas venir tout seul à l'événement, personne va me parler, personne va venir vers moi. Puis peut-être d'organiser une initiative, de faire des bracelets, de faire des mises en contact, que les organisateurs soient ouverts, sociables, aillent vers les gens, donc de pouvoir créer ces liens-là, puis de faire un événement chaleureux, pas un événement où on sent que... en tout cas, qu'on ne se sent pas accueillant, ce qui est malheureusement parfois le cas. Pour certaines personnes, naviguer le courant de son identité sexuelle, c'est intuitif. Pour moi, les réponses se trouvent dans les expériences des autres, à travers de qui je peux vivre mes questionnements. Surtout parce que je trouve gênée pour parler aux filles, aux personnes non-binaires aussi, puis aux êtres humains en général. On a jasé avec Éric Bisson de Jeunesse Idem, un organisme en Outaouais qui crée des tonnes d'événements depuis 30 ans, et qui a commencé par offrir des groupes de soutien pour les jeunes de la communauté. Jeunesse Idem a commencé ces groupes, oui, avec une personne professionnelle, avec une formation en travail social. Donc, c'était des jeunes qui vivent les mêmes choses, qui ont des petites discussions. On parle de tout, on parle de rien. Puis là, tout à coup, ça prend une structure. On a des sujets parce que, la sexualité, c'est important, ou rencontrer, comment être soi-même, c'est quoi les étapes du coming out. Fait que ça commence tranquillement, là, à la fin des années 90, à se structurer, mais toujours par et pour. Puis là, ça a une mouvance. Des fois, c'est majoritairement des filles, des fois, c'est majoritairement des gars. Après ça, il y a comme un mélange. Puis les cohortes se sont succédées, de plus en plus LG, après ça LGB, après ça LGBT, après ça beaucoup de réalités trans, moins de gays, lesbiennes. Fait qu'on voit comme il y a une mouvance. Ce qu'on voit plus, par exemple, c'est de dire
Oui, j'ai besoin de jaser, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin de parler de réalité, mais j'ai aussi besoin de me divertir. Puis nous, on a réalisé que finalement, l'intervention, elle peut être aussi bonne en informel. Fait que de créer des petits moments, des activités sociales. Tu sais, les gens qui disent « Hey, je connais une fille lesbienne, je vais te présenter. » Je m'excuse, mais on a besoin de plus que d'avoir la même orientation sexuelle pour s'aimer ou faire un couple qui match. Donc, c'est d'aller au-delà de ça puis de venir à la base à l'être humain. Trouver le dénominateur commun, c'est quoi tes hobbies, quel type de musique que t'aimes, le sport, tout ça. Fait que de trouver c'est quoi les autres choses. Fait qu'on on a fait des camps où on amène une vingtaine de jeunes dans la campagne, à Saint-Six, vivre toute une fin de semaine d'ateliers, de croissance personnelle, de réseautage, de briser son isolement aussi, créer des liens, de sortir de sa coquille, de faire confiance à des gens aussi, à ça, faire confiance, à se découvrir. Fait que, tu sais, ça a pris toutes sortes de tournures à travers les années. Fait que Jeunesse STEM, son but, c'est d'offrir différents modèles. Parce qu'on vit toutes les choses différemment, puis à quelque part, pour plusieurs de nos jeunes, ça demeure quand même une espèce de deuxième famille, où la famille choisit. Parce que c'est pas parce qu'on est en 2023 que malheureusement, là, tout va bien quand même. Il y a encore des jeunes qui se font mettre à la porte par leurs parents. Il y en a qui sont obligés de couper tous les ponts avec la famille, les proches. On a des gens aussi qui arrivent au pays parce que dans leur pays, c'est encore un crime, que leur vie est en jeu. Fait qu'ils doivent tout recréer ici avec toute l'inquiétude, la peur de se dévoiler ou d'être dévoilé. Puis en même temps, il faut qu'ils travaillent sur eux-mêmes ou elles-mêmes, puis qu'ils bâtissent des liens de confiance pour prouver qu'ils font partie de la communauté, pour pouvoir garder leur statut de réfugié. C'est énorme, là. Fait que, autant qu'on peut avoir le soutien individuel, ça demeure quand même le groupe, mais la socialisation puis l'entraide entre eux autres est aussi très bonne. Puis on ne se cachera pas, là, c'est plate, là, mais presque 40% des jeunes qui viennent chez nous à Jeunesse STEM, ils sont venus ici après une tentative de suicide. T'sais. Puis ça, c'est malheureux parce que le mal-être de toutes ces personnes-là qui n'ont pas eu les ressources, qui encore nous connaissaient pas, fait qu'il faut continuer de parler, il faut continuer de tendre la main puis de dire que oui, il y a des ressources pour que les gens aient confiance qu'un jour, ça va aller mieux. Puis que l'être humain, des fois, il ne peut pas changer, mais nous, on peut changer en essayant de voir comment on peut grandir, puis se promener la tête haute, puis d'être fier qui on est, même si les gens n'acceptent pas nécessairement qui on est. T'sais, on est des êtres humains, puis on est tellement important, puis on doit avoir notre place, puis rayonner au maximum. Donc, c'est un peu ça le processus de Jeunesse STEM, autant dans le formel que dans l'informel, de pouvoir créer des adultes, des humains, avec un beau système de valeurs, mais qui peut marcher la tête haute sans avoir peur, puis de dire, oui, peut-être qu'il y a des gens qui ne m'acceptent pas, mais moi, je vais être avec des gens avec qui je me sens en sécurité, puis avec qui je vais pouvoir continuer à m'épanouir. Puis peut-être que c'est là que les gens vont réaliser, « Wow, finalement, je manque quelque chose de gros. Je manque mon fils, je manque ma fille, qui finalement, je vois devenir un être humain extraordinaire. Mais moi, j'ai choisi, de par ma fermeture d'esprit, de ne pas faire partie de ça. » Fait qu'on espère que ça aussi, ça va réveiller d'autres, parce qu'on travaille aussi avec les parents, tu sais. Les parents qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin de crier, qui ont besoin de tout ça, mais qui ne comprennent pas nécessairement. Fait que nous, on travaille à tricoter tout ça là, ensemble. Maintenant, on fait des événements qui attirent 600 personnes, tu sais, qui viennent de tout bord, tout côté, qui viennent de toutes les nationalités, mais qui savent que le 17 mai, chaque année, au Parc Moussette, on fait notre barbecue familial, on a de l'animation, on a des activités pour tous, pour toutes, puis c'est un must, puis il y en a qui attendent ça. Mais c'est de savoir qu'il y a des gens que c'est le seul temps dans leur année où ils vont oser être eux-mêmes, s'habiller comme ils ou elles veulent, mais c'est souvent ça qui va commencer à les aider à aller plus loin, puis que durant l'année qui va suivre, les changements vont commencer à se passer parce qu'ils vont s'entourer de personnes qui les accompagnent ou tout ça. Donc, des moments sociaux comme ça, c'est un must. Jeunesse STEM ne passera pas à côté.
Une chose est sûre, aucune distance empêchera les personnes amatrices de barbecue de se rassembler autour d'une galette vegan. Pour d'autres, comme Marie-Claude Joannis, porte-parole du groupe Diversité KRTB, le trajet se déroule sur l'autoroute de l'information, avec une technologie addictive qu'on appelle le Wi-Fi. Le KRTB, c'est Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basques. Donc, plusieurs régions qui s'entrecoupent, là, un grand territoire. Diversité KRTB permet aux gens de ces villes de se réunir en l'espace de quelques secondes. Ou pour moi, en l'espace de quelques heures, parce que j'ai encore oublié mon mot de passe Facebook. Puis j'ai fait trop de tentatives de connexion. Diversité KRTB, au départ, ça s'appelait Camou LGBTQ+, je pense. Puis c'est Jean-Daniel Lessard qui avait parti ça parce qu'il se sentait un peu tout seul, je pense, là, de personnes queer c'était la région du Kamouraska, parce que Camou, c'est pour Kamouraska. Moi, je suis arrivée... dans le fond, on s'est rencontrés comme ça. Puis moi, ben, tu sais, de mon background, je suis une organisatrice d'événements, puis j'étais assez rassembleuse aussi. Fait que moi, j'étais comme, hey, on élargit ça. KRTB, en fait, il y a souvent des subventions puis des organismes qui sont associés au KRTB. C'était juste naturel d'élargir. Bas-Saint-Laurent, on trouvait que c'était peut-être un peu grand, là. Bas-Saint-Laurent, c'est de l'Apocatière jusqu'à Rimouski. C'est quand même gros. Donc, on a pris KRTB un peu... tu sais, c'était pas si réfléchi que ça, là. Puis, Jean-Daniel, dans le fond, lui, il est graphiste. Fait qu'il a refait un logo avec quelques personnes de la communauté. On s'est questionné, bon, quel nom on veut? Puis, dans le fond, le nom diversité, pour nous, c'était important parce qu'on est en région. Pour nous, c'était important d'inclure toutes les formes de diversité. On est extrêmement inclusif. Moi, je dis toujours que les alliés sont bienvenus. Les alliés font partie, pour moi, de la communauté parce que, de toute façon, c'est un spectre. On n'est jamais... puis ça peut changer un peu dans la vie, ça peut évoluer. Puis on en a besoin des alliés aussi. Fait que c'est vraiment Diversité KRTB. Donc, c'est un groupe Facebook. Concrètement, là, c'est une page Facebook de maintenant presque 600 personnes. Puis c'est un groupe fermé. Je tenais à ce que ça soit un groupe Facebook fermé parce que quand je suis rentrée dans la communauté, là, je me suis inscrite sur des groupes dédiés aux lesbiennes et là, j'ai eu un choc culturel, en fait, un choc personnel. J'ai trouvé ça très souffrant. Parce que je me suis retrouvée dans des groupes où il y avait énormément de misogynie, où est-ce que c'était beaucoup dans l'hypersexualisation. Ça m'a... Sérieusement, j'étais un peu traumatisée. Donc, pour moi, c'était essentiel. C'était pas une garantie que parce que les gens faisaient partie de la communauté, qu'il allait y avoir du respect. Puis pour moi, c'était essentiel, c'était incontournable. Puis Jean-Daniel était bien d'accord avec ça, puis les personnes aussi qui étaient là au départ. Donc, Diversité KRTB est un groupe Facebook fermé et les gens doivent s'engager à être respectueux. Et c'est très concret. Les questions sont très, très concrètes. Donc, on s'engage à ne pas tenir de propos racistes, évidemment pas homophobes, transphobes. On s'engage aussi à ne pas avoir de commentaires désobligeants sur le corps. Et ça n'empêche pas qu'on a quand même beaucoup de gens. Puis notre objectif, c'est pas d'avoir beaucoup de gens, c'est d'avoir une communauté qui est vivante, qui peut échanger, mais dans un espace sécuritaire. Puis un espace sécuritaire, c'est un espace où il y a le respect, où on peut avoir des opinions, où est-ce qu'on peut être blessé des fois par des mots choisis, parce qu'on le sait, dans la communauté, c'est compliqué, ça bouge vite, il y a toutes sortes de réalités. Puis c'est pas parce qu'on est une personne lesbienne, gay, bi, trans qu'on connaît la réalité de tout le monde. Évidemment, ça vient pas avec. Puis c'est la même chose pour nous, hein. Nous, on est bénévoles dans tout ça. Moi, j'essaie de me tenir à jour, j'essaie d'être ouverte, d'utiliser des mots le plus possible qui vont être adéquats, mais tu sais, on se donne droit à l'erreur aussi. Ça, c'est essentiel. On l'a nommé également. Fait que c'est un peu ça. C'est comme ça que c'est né Diversité KRTB. Puis tout seul, un peu, ça, c'est comme les gens se résolvent par eux-mêmes d'une certaine façon. Tu sais, nous, on exerce un certain leadership
Dans le fond, c'est au niveau des médias, c'est au niveau de l'organisation, c'est au niveau d'un peu stimuler. Moi, je partage beaucoup d'articles d'information, de ce qui se passe au niveau culturel, de ce qui se passe au niveau des recherches, ces choses-là, des balados, un peu la vie, dans le fond, de la communauté at large, pas seulement ce qui se passe chez nous, ce qui se passe partout au Québec, puis même dans le monde. Puis les gens le font aussi naturellement, tout le monde peut partager. C'est vraiment, le groupe appartient aux gens qui en font partie. Diversité KRTB est peut-être un lieu virtuel, mais c'est surtout un tremplin qui permet aux gens de rebondir sur des idées puis de se lancer des invitations. Ou en fait, c'est ce que je présume, parce que j'ai toujours pas réussi à me connecter à mon compte. J'étais vraiment sûre que mon mot de passe c'était Worcestershire, .02. Pratico-pratique, là, tu sais, les gens, dans le fond, ça permet juste de lancer des idées, de voir qu'on n'est pas tout seul au monde. Il y en a qui vont poser des questions, toutes sortes de choses, qui vont partager des articles. Quelqu'un qui, dernièrement, qui a dit « Ah, ben là, les benders, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé ça? » Les benders, c'est pour les personnes qui veulent strapper ou, dans le fond, la poitrine, des fois plus féminine, pour les personnes trans ou non-binaires, peu importe. Donc, des questions comme ça. Puis, dans le fond, c'est des trucs spontanés aussi, de dire « Bon, ben il y a tel événement... puis de pouvoir se rassembler, de voir qu'est-ce qui se passe, pratico-pratique. Hey, on va à la plage, ça peut être aussi spontané que ça, s'il y en a qui ont le goût. Ou, cette année, on part un truc de volleyball, il y en a qui ont le goût d'embarquer, juste pour se réseauter comme ça. Puis, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu, dans le fond, un groupe qui s'appelle Organisation de diversité KRTB, qui s'est formé un peu naturellement, là, parce que, tu sais, ça venait un peu avec, dans le fond, de faire des trucs. Mais, tu sais, encore là, c'est super spontané, puis c'est selon ce que les gens ont le goût de faire. On a fait des soirées de slam, on a commencé, dans le fond, ça fait juste 2 ans qu'on fait des événements pour le 17 mai. Puis ça a été quelque chose d'assez magique parce que quand on a décidé de faire notre première journée internationale, journée mondiale de lutte à l'homophobie, la transphobie et la biphobie, dans le fond, on avait approché au départ la ville de Rivière-du-Loup parce que c'est central dans notre secteur. Et là on était accueillis, là, tu sais, comme si on était attendus. Mais vraiment. C'est comme, wow, OK, super. L'année passée, on a fait la levée du drapeau, mais on n'avait personne de la communauté. Tu sais, comme les gens sont comme, mon Dieu, genre, ils savent pas à qui parler, mais c'est parce que t'en as autour de toi, c'est juste que tu le sais pas. Tu sais, juste à la ville de Rivière-du-Loup, il y en avait les employés, là, tu sais, qui étaient là, puis finalement, ils les ont découverts à travers nous, mais ils étaient là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'on a fait cette levée-là du drapeau, puis on a fait un événement aussi festif, familial, tu sais, avec des hot dogs, un groupe de musique. Puis on a eu vraiment un gros engouement autour de ça. On a eu tous les médias qui étaient là. C'était fascinant. Ce qui a été le plus beau pour nous à cette journée-là, puis tu sais, moi, ça me touche profondément. Puis ça a touché toutes les personnes de la communauté aussi. On a eu une gang de jeunes adolescents qui sont venus. Il y avait ça venait de démarrer les groupes LGBT dans les écoles secondaires. On a eu des jeunes qui étaient magnifiques, là, qui étaient tellement... Là, ils se tenaient par la main, ils faisaient des rondes, ils couraient partout. Il y avait des capes de drapeaux de toutes les formes non-binaires, trans. Tu sais, ça a été tellement un cadeau, tu sais, pour nous, pour tout le monde, de voir qu'on pouvait offrir cet espace-là à ces jeunes-là que souvent, nous-mêmes, on n'a pas eu, en tout cas que plusieurs personnes de la communauté n'ont pas eu, puis que ces jeunes-là puissent le vivre chez eux. C'est émouvant de voir ce que les efforts du passé ont permis aux nouvelles générations. Ce qui nous rappelle le vieil adage « Ça prend un village pour élever un enfant queer ». Mais il faut avant tout créer une communauté. Et c'est exactement ce que Miko et Boud sont en train de faire à Trois-Pistoles, où elles s'impliquent dans un projet très créatif, le magazine Aranéide. Fait que moi, c'est Miko. Mon nom de drague artist, c'est Gem Nasty. Je fais partie du collectif de l'Aranéide. Je fais aussi partie de la House of Boudoir. Je suis thérapeute en shiatsu. Je tripe sur l'univers du corps. Puis, je suis très contente d'être ici. Allô, moi, c'est Boud. Mon nom d'artiste, c'est Lady Boudoir. Je fais aussi partie, comme Miko, des collectifs Aranéide et de la House of Boudoir. Sinon, dans la vie de tous les jours, je suis enseignant, personne non-binaire, tapette locale. Puis ouais, c'est pas mal un peu tout ça. Apiculteur à mes heures. Le collectif Aranéide, ça a commencé en 2021, début de l'année 2021, en pleine pandémie.
On était plusieurs à avoir envie de créer ce genre de projet-là. En fait, c'est ça, c'est un magazine à la base, un magazine queer de région, donc par tous les membres du collectif, c'est des personnes queer qui habitent en région, pas mal autour de Trois-Pistoles, je dirais. Mais c'est ça, les personnes, dans le fond, qui écrivent dans le magazine, que ce soit pour nous envoyer leur art, leurs poèmes, il y en a qui font des jeux, il y a de l'horoscope, il y a vraiment tout ce que tu peux avoir envie de publier dans le magazine. C'est des personnes queer de région aussi. Donc, c'est ça, ça fait... Là, on est en train de créer le volume 5, qui devrait sortir un jour. Puis, c'est ça. Dans le fond, à chaque édition, il y a une nouvelle thématique. Les gens peuvent ou non respecter la thématique. C'est un peu pour inspirer les gens à écrire puis avoir une certaine uniformité, mettons. Mais ouais, il y a vraiment... ça fonctionne bien à date. À chaque édition, on en vend pas mal. Puis c'est à but non lucratif, là, de nous. Donc, tous les profits là, sont réinvestis dans la communauté sous forme d'appel à projet. On est un collectif bénévole. Donc, pour nous, c'est aussi des façons de se rencontrer entre personnes ici de la région. Fait que ouais, on a recours à différents médiums, là, comme Bud le disait. Puis aussi, quand on fait nos lancements de magazines, c'est aussi des espaces de rassemblement. Souvent, on va faire des 5 à 7 ou des petits... des petits rassemblements juste pour passer du temps ensemble puis célébrer le fait qu'on vient de co-créer un nouveau magazine. Puis on a une plateforme Internet aussi, là, fait que les gens peuvent l'acheter sur Shopify. On fait... Des fois, justement, on se déplace dans différents endroits, dans des foires de zine ou certaines fiertés littéraires aussi. On est allé à plusieurs endroits pour justement vendre nos magazines, avoir de la visibilité, connecter avec d'autres personnes qui œuvrent dans le domaine des arts. Puis nos lancements, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on invite souvent les personnes qui ont écrit dedans. Donc, des fois, c'est des personnes qu'on connaît pas, qui sont un peu plus loin. Il y en a qui viennent, il y en a qui, bon, ça fait loin à venir. Mais ça permet aussi, c'est ça, de rencontrer les autres personnes qui écrivent dans le magazine. Ouais, puis tu sais, c'est dans le fond n'importe qui s'identifie au rapport de la région, là, tu sais, dans le sens qu'on scrute pas les gens viennent d'où, mais on aime bien justement visibiliser le fait qu'on est queer, on est en région, on existe. C'est une façon justement de donner la parole puis un espace à des gens qui peut-être peuvent se sentir seuls ou éloignés en région. Donc nous, on est chanceux ici dans le Bas-Saint-Laurent, il y a quand même une communauté queer qui est assez effervescente, ce qui est vraiment un grand privilège, mais c'est pas le cas de toutes les régions partout au Québec. Donc, c'est aussi une façon de se rassembler ensemble, de montrer, c'est ça, qu'on a le droit d'exister à l'extérieur des grands centres, puis qu'on a plein de belles choses à montrer. On peut se sentir seul dans notre diversité, surtout dans des lieux où les pantalons cargo abondent. Mais parfois, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de plusieurs de ces paires de pantalons, il y a des lesbiennes et qu'on est moins seul qu'on le pensait. Grâce à leur écrit, elles se sont rendues compte que les personnes queer ne sont pas en marge de la société et elles sont très littéralement le texte qui remplit ces pages. Moi aussi, je suis poète à mes heures. Je trouve que la communauté est vraiment plus présente et vraiment plus forte. J'aurais tendance à dire qu'il y a plus de queer juste parce que j'en vois plus sur Trois-Pistoles. On est plus visible, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais. Puis j'ai envie de visibiliser quand même qu'à Rimouski, il y a, à l'université, il y a comme IDEST, qui est un comité LGBTQIA2+, qui tend à justement vouloir un peu s'étendre sur le territoire de plus en plus, sortir des murs de l'université. Il y a le Festi Queer, qui prend de plus en plus d'ampleur. Cette année, il y avait 17 événements qui étaient organisés en mars, dont un remake de... La mi-carême. La mi-carême. Cette fameuse tradition quand même de l'Est. Donc, de se réapproprier cette tradition-là en tant que personne queer aussi, c'était vraiment intéressant. Fait que puis, il y a aussi les bains publics qui est comme un lieu où il y a des shows, où il y a plusieurs choses qui se passent, qui, de plus en plus, pour moi, se queerise, ou en tout cas, tend à de plus en plus devenir un espace qui est plus safe pour les personnes queer, qui est aussi
chapeauté par tous nos amis. Là. C'est une coop, donc c'est vraiment le fun aussi d'avoir ces espaces-là. Mais effectivement, j'ai l'impression que la communauté à Trois-Pistoles est quand même plus soudée et plus, on va dire, versatile et présente dans l'espace public. Puis dans les projets qui sont construits, puis les gens sont là pour rester. Tu sais, tout le monde s'achète des maisons, donc ils ont comme une visée un peu à long terme aussi de qu'est-ce qui peut être offert à la communauté. S'investir dans la communauté, puis dans le village aussi. Là. On est beaucoup à travailler dans les organismes communautaires, travailler dans les écoles, dans les centres de personnes âgées, un petit peu partout, dans ces trucs-là qui soutiennent un peu un village, là, j'ai l'impression. Donc, ouais, je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Ouais, puis il y a aussi une volonté, je pense, je peux pas parler au nom de toutes les personnes queer, mais il y a quand même une volonté de comme créer du lien avec les gens de la communauté aussi, tu sais, dans le sens que comme on se sent chanceux de se sentir, tu sais, c'est pas toujours sécuritaire, mais c'est en tout cas pour moi la plupart du temps sécuritaire d'exister dans cette communauté. Fait que je trouve ça vraiment important aussi de comme redonner à cette communauté-là, de créer des liens, de créer des espaces intergénérationnels, de créer des espaces de rencontre entre justement nos propres projets puis les projets qui pourraient intéresser la communauté. Puis je pense que ce souci-là, il se traduit dans beaucoup de nos projets respectifs. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment intéressant. Je pense que ça change le rapport à comment on a envie de l'investir aussi, cette communauté-là, parce qu'il y a beaucoup, en tout cas, tu sais, moi, pour avoir, mettons, travaillé avec des personnes âgées, tu sais, des madames de 100 ans, des villages environnants, que, tu sais, j'avais un peu peur, tu sais, je sais pas, de pas nécessairement être accueillie ou d'être acceptée, mais, tu sais, finalement, ça a été dans les plus belles expériences depuis mon arrivée ici, là, ça a été mes liens avec les aînés, là, qui étaient comme super avides, en fait, de connaître ma réalité, puis de venir à ma rencontre, là. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de beau aussi dans ces rencontres-là qui sont un peu inattendues au final, ou en tout cas que mes attentes étaient assez basses, mais que finalement, j'ai été très surpris de l'accueil puis de la douceur avec laquelle j'ai été intégrée, en fait, dans leur milieu, là. Quoique le nightlife LGBTQ+ en région est parfois plutôt night-mort, les gens en région éloignée, comme Nico et Boud, ont réussi à créer des lieux de rencontre qui conviennent aux besoins de leur communauté. Heureusement, certains établissements non queer font de la place à la communauté pendant certains soirs, puisque personne qui est moindrement gay ne peut résister à l'appel hypnotique du karaoké. Ben, des espaces de rencontre, c'est sûr. On finit par se les créer, mais c'est sûr que c'est le fun d'avoir des espaces comme publics où se rencontrer. Je dirais qu'à Trois-Pistoles, il y a quand même différents espaces où on arrive à exister. Le boogie, c'est un bon exemple de ça, où on a créé la tradition du mardi boogie, c'est les mardis karaoké. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que oui, on est toute notre gang de queer, mais il y a aussi tous les gens du coin là, qui se rassemblent. Donc, je pense que c'est un espace qu'on arrive à investir, puis on se sent bien, mais aussi on est en contact avec le reste de la communauté pistoloise. Sinon, ben, des espaces de création, de party. C'est un peu toutes ces choses-là auxquelles je pense. Puis je pense que pour la plupart, on arrive quand même à répondre à ces besoins-là, ou en tout cas à trouver des manières de les naviguer, puis de les co-créer ou de les investir, là. Fait que je pense que c'est intéressant. Ouais. Tu sais, parce si je pense au Bas-Saint-Laurent, mais il n'y a pas un bar queer ou même un bar gay, là. Disons que c'est plus souvent ça qui existe qu'autre chose. Ça n'existe pas au Bas-Saint-Laurent en ce moment. Par contre, c'est ça, on investit des espaces. T'sais, le boogie, c'est un bon exemple, mais on a des places comme les bains publics à Rimouski où est-ce qu'on se sent vraiment à l'aise, on va souvent faire des spectacles là. Il y a vraiment moyen là, d'investir ces espaces-là. Puis aussi, je pense que quand on parlait d'espace de party, au final, ça va plus souvent se traduire en party chez les gens, tu sais. Où est-ce que, ben là, c'est sûr qu'on est en région, donc on a souvent des maisons un petit peu plus grandes que les apparts que je pouvais avoir à Montréal. Puis, tu sais, ça fait en sorte qu'on peut inviter des gens puis faire un gros party. Puis, tu sais, ça, c'est des espaces vraiment que je trouve vraiment importants parce que c'est là qu'on va vraiment plus, on va beaucoup se rencontrer, on va pouvoir danser, on va pouvoir s'exprimer. Tu sais, quand on organise souvent des parties à la maison, tu sais, il va y avoir des DJ, il va y avoir comme une centaine de personnes qui peuvent venir, puis les gens vont se chixer, puis ça va être, tu sais, ils vont pouvoir être autant queer qu'ils ont envie, puis danser, puis frencher, puis
avoir du fun toute la nuit, tu sais. Ouais, puis on a quand même des bons DJ aussi, là. Fait que c'est le fun aussi de recréer cette scène-là de façon sécuritaire, puis aussi, en tout cas, pour moi, de façon elevated, là, parce qu'on a comme, tu sais, des espaces un peu partout dans la maison. Tu sais, on va avoir une chambre de consommation, une sober room, on va avoir le dance floor qui va être en bas, en haut, ça va être plus le chilling, on va souvent avoir des espaces dehors. Fait que, tu sais, c'est le fun aussi de, comme, avoir... On parle d'espace en termes, mettons, de comment on se rassemble, mais il y a comme des espaces physiques aussi qui nous aident à créer des endroits qui vont favoriser ce rapport-là à la sécurité, puis à ce que tout le monde puisse se sentir bien, puis trouve un peu là où il a envie d'être dans la soirée. Pas juste les bars ou pas juste des endroits où il y a comme une genre de propension à la consommation, c'est sûr, mais aussi à pas nécessairement avoir d'espace pour te déposer, tu sais, ou pour juste chiller si c'est ça que tu as envie de faire pendant la soirée. Fait que ça nous permet ça. Notre maison s'appelle le Petit Berlin, fait que ça porte bien son nom. Ouais. Ouais, voilà. C'est vrai que c'est quand même un besoin de rencontrer des gens pour connecter sur un plan plus peut-être sexuel ou relationnel, amoureux. Puis je pense que un des espaces où est-ce que ça se passe, ben c'est dans les parties, justement. Tu sais, on va avoir tendance à... Tu sais, on est quand même une grosse communauté, mais pas trop pour qu'on doive tout le temps filtrer qui qu'on invite. Souvent, tu sais, on peut envoyer une invitation assez large. Puis souvent, tu sais, s'il y a des amis qui arrivent en visite ou des gens qui viennent de s'installer, qu'on rencontre, souvent, ça va être un premier lieu où est-ce qu'on va les inviter, où est-ce qu'ils vont pouvoir rencontrer plein de monde, avoir du fun. Du virtuel à la réalité, ou peu importe comment vous retrouvez le sentiment de connexion tant désiré, la fondation d'une communauté revient toujours à la communication. C'est en créant des opportunités de partage que Tara, Marie-Claude, Éric, Nico et Boud ont réussi à nous tailler une place dans un monde parfois hétérocentriste. Et c'est pour cette même raison que j'arrête jamais de parler. Ça, puis je suis pas capable. En espérant que vous me suivrez dans cette diarrhée verbale et que vous partagerez vous aussi vos histoires. Fierté Montréal souhaite reconnaître le soutien financier du programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre du ministère des Femmes et de l'égalité des genres du Canada, qui a permis la réalisation de la série balado Ensemble pour tous. Réalisée et scénarisée par Marie-Hélène Frenette-Assad, assistance à la réalisation et coordination Geneviève Corrigan, conception et idéation Samuel Desrosiers, recherche Steven Gentil, musique originale Marie-Hélène Frenette-Assad et Geneviève Corrigan, montage et mixage Roxane Potvin. Ensemble pour tous est une production de Fierté Montréal. Mon nom est Coco Béliveau. Merci pour votre écoute.